des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est enfin ravis de vous retrouver pour ce 13e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, un épisode où on va jouer avec le feu. Et oui, merci à toutes et à tous de nous retrouver habituellement tous les 15 jours. Et là, en fait, on tient à s'excuser parce qu'on a manqué notre épisode il y a 21 jours. Et cet épisode a été enregistré avec une semaine de retard. On nous a fait la remarque, ça n'était jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé et voilà, on s'est trouvé... on n'était pas c'était pas possible de trouver un créneau pour enregistrer l'épisode avec notre rythme professionnel, les déplacements, et on était juste sous l'eau, quoi. Bref, on imagine qu'on vous a peut-être éventuellement un petit peu manqué durant le mois et une semaine qui s'est écoulé, mais du coup, on y est, ça y est, alors c'est reparti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode. On espère que vous apprendrez des choses, vous aurez un petit peu de clarté sur le feu qui brûle, et puis que du coup, ça aidera peut-être d'autres à être informés également et passer un bon moment. Donc, si vous voulez partager cet épisode, n'hésitez pas. Et on commence tout de suite avec la première rubrique, effectivement, de ce podcast, rubrique Actu. Alors en fait, on va consacrer nos deux rubriques d'actualité à notre meilleur ami d'outre-Atlantique. C'est celui qui fait que finalement ce podcast existe encore. Non, je plaisante, mais un peu presque, surtout ces dernières semaines. On a loupé beaucoup de choses, il s'est passé énormément de choses. On va pas pouvoir tout vous dire cette semaine. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez sans doute un autre podcast la semaine prochaine. Ah oui, on va se remettre sur le rythme. On va se remettre sur le rythme qui était prévu à la base. Comme ça, voilà, on ne ratera pas une occasion de vous informer et de vous tenir informé de nous aussi. Et puis donc, pour cette semaine, on a décidé de parler de Donald Trump et des États-Unis, et on va plus particulièrement s'arrêter sur deux sujets, le sujet de la diplomatie et le sujet de l'économie. On vous laissera pour la semaine prochaine le sujet des relations et de la guerre, notamment en Ukraine, et puis voilà, d'autres sujets dont on vous garde pour l'instant la surprise. Alors pour commencer cette rubrique sur le front de la diplomatie, on vous en avait déjà parlé, mais Trump s'est attaqué à plusieurs fronts diplomatiquement, à plusieurs pays vraiment frontalement, en menaçant de les envahir, en menaçant de les reprendre, de les prendre, parce que les intérêts américains sont en jeu. Alors, le premier pays concerné, c'est le Canada. Donald Trump a suggéré depuis puis même avant son élection, que le Canada devienne le 51e État américain. Il a utilisé des pressions économiques pour tenter de forcer cette annexion un peu débile, parce que, en fait, si le Canada devenait un État américain, il y a des gens qui ont fait des calculs sur le nombre d'élus que le Canada enverrait à la Chambre des représentants, et puis ça ferait 2 élus de plus au Sénat, et tous ces élus seraient en immense majorité des démocrates. Donc on ne voit pas aujourd'hui quel serait l'intérêt politique pour Donald Trump de faire ça. Après, on sait que voilà, c'est pas la logique, il n'est pas cartésien, il y a dans son esprit des choses qui se passent. Il joue un peu avec le feu et on ne sait pas vraiment où il veut en venir. Bref. Il avait donc exprimé son désir de faire du Canada le 50e État pour des raisons économiques et sécuritaires. Il faut savoir que dans le nord du Canada, il y a un certain nombre de radars qui sont installés, de radars de détection notamment, qui sont installés pour contrôler ce qui se passe un peu au pôle Nord. C'est des radars qui sont extrêmement importants pour la sécurité du Canada, mais aussi pour la sécurité des États-Unis. Ils sont d'ailleurs co-gérés entre les deux États. Trump avait aussi proposé cette fusion pour réduire les tarifs douaniers. Alors Max reparlera des tarifs parce que c'est toute une histoire aussi derrière. Tout est un peu embriqué, donc on est désolé s'il va y avoir quelques redites, mais on a essayé de faire les choses de façon logique, mais imaginez-vous, mettez-vous dans la tête de Donald Trump, il n'y a rien de logique, tout part un peu dans tous les sens. Donc on va essayer de vous donner des informations les plus cohérentes possibles. Alors naturellement, le Canada a rejeté fermement toutes les tentatives d'ingérence de Trump. Il a réaffirmé sa souveraineté, son indépendance. Il y a eu tout un mouvement d'ailleurs au Canada pour
boycotté, suite notamment à l'annonce des tarifs américains, boycotté tout ce qui était produit américain avec, alors on voit pas mal de photos circuler sur les réseaux sociaux notamment dans les magasins d'alcool. Il y a de gros exports, notamment de bourbon, de vin américain vers le Canada. C'est sans doute le premier partenaire du Canada. Il faut savoir que au Canada, l'alcool est vendu par des magasins publics. Un peu comme dans certains États des États-Unis d'ailleurs. Ce sont des magasins gérés par les gouvernements qui vendent ces alcools. Par exemple, la SAC, la Société des alcools du Québec. Eh bien, dans ces magasins, on a vu des rayonnages d'alcool d'origine des États-Unis vidés parce que les magasins ont pris l'initiative de ne plus vendre ces produits, vidés parce qu'ils ont pris l'initiative de ne plus réassortir ces produits. C'est pareil pour des produits, notamment des fruits, des légumes. Alors, on voit passer certaines comparaisons sur des fruits beaucoup plus chers parce qu'ils viennent du Canada. Et il ne reste plus de ces produits canadiens, alors qu'à côté, des produits américains moins chers restent utilisés. Pas mal donc aussi de mobilisation de la population contre ces tentatives d'ingérence. Ça a aussi des répercussions économiques et énergétiques. On a notamment un souhait du Canada aujourd'hui d'ouvrir. Ils avaient souhaité recommander un certain nombre de F-35. Le Canada a annoncé qu'il souhaitait rouvrir le marché, réétudier en tout cas la possibilité de rouvrir ce marché des F-35 à d'autres compétiteurs. On pense au Gripen de Saab, on pense à l'Eurofighter, on pense finalement aux Rafale, qui sont à peu près les 3 autres alternatives possibles aux Rafale. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça donne un peu quand même aussi une idée, c'est les exports américains d'armement. Je ne sais pas si les États-Unis ne sont pas les premiers exportateurs d'armement au monde. Je pense qu'on est dans ces eaux-là, les Français 2e ou 3e, mais en tout cas, c'est un secteur extrêmement important pour l'économie américaine. Les Canadiens ne sont pas les seuls. Les Portugais ont également annoncé qu'ils souhaitaient remettre en question une commande future de F-35, réétudier en tout cas la question. Pour l'instant, on est encore à ce stade-là. Et puis, il y a enfin la question énergétique, avec notamment l'Ontario qui a mis en place des tarifs sur l'électricité exportée aux États-Unis, puisque notamment dans les États voisins, notamment le Wisconsin, une grande partie de leur électricité vient de l'Ontario. Et bien, toute cette électricité, désormais, est taxée, tarifée à, je crois, plus 50% de taxes de douane en plus pour envoyer l'électricité là-bas, ce qui fait que juste hier, on est le 12 avril, l'Ontario a gagné, juste sur les taxes en plus, 260 000 $ canadiens. Ah, ça va faire du bien à l'économie canadienne, ça. Mais c'est un peu surprenant c'est clairement, en tout cas, tout ça ne va pas dans le sens des États-Unis, mais tu y reviendras sans doute dans ta rubrique. Alors, deuxième endroit dont on va parler rapidement, le Panama, le canal de Panama, aussi un canal crucial pour les États-Unis, pour, j'ai envie de dire, une grande partie du monde, en tout cas, toutes les Amériques, clairement, puisqu'ils permettent de passer au travers du continent américain sans avoir besoin de faire le tour par le bas, puisque les routes d'en haut ne sont pas encore ouvertes. On y reviendra sur le sujet du Groenland, mais le Panama, il faut savoir que les 2 ports principaux du Panama, situés chacun d'un côté du canal, étaient jusqu'à maintenant détenus par un consortium hongkongais, donc chinois, et que ces 2 groupes et 2 ports ont été mis en vente. Donald Trump a annoncé qu'il serait racheté par une société américaine, la société BlackRock. Et puis, le petit twist. Le petit plot twist, c'est donc double plot twist, c'est que en parallèle, les États-Unis ont annoncé l'envoi, avec la bénédiction du Panama, de troupes américaines pour s'assurer que le canal reste sous contrôle. On peut imaginer que c'est le début quand même de quelque chose d'un petit peu surprenant en termes d'ingérence. Et puis une deuxième chose qui est que la Chine a décidé de bloquer cette vente pendant, on ne sait pas encore comment est-ce que ça va se faire exactement, mais de bloquer la vente pour que les 2 ports restent pour l'instant dans le giron de l'entreprise chinoise. On sait que la Chine contrôle beaucoup plus ces entreprises et ce qu'elles peuvent vendre et ce qu'elles ne peuvent pas vendre que les entreprises notamment européennes. Et la raison, bien sûr, pour laquelle le canal de Panama est extrêmement important pour la Chine, c'est pour les routes de la soie, puisque, vous le savez, la diplomatie économique chinoise, elle passe par les ports en particulier et la navigation fluviale. Absolument.
Notre dernier point, ce sera sur mon dernier point, pardon, ce sera sur ce front de la diplomatie et des ingérences, le Groenland. Alors on le sait, c'est un sujet important pour Trump. Depuis 2019, déjà en 2019, il avait exprimé un intérêt pour acheter le Groenland, qui est un territoire autonome sous souveraineté danoise. On vous en a parlé dans un podcast précédent. Il l'a réitéré très fortement depuis un peu avant son inauguration le 20 janvier dernier. Il a réaffirmé son attachement. Son fils s'était même rendu sur place avec une casquette MAGA pour faire croire que il y avait un très grand soutien une adhésion des États-Unis. On vous l'a dit dans un podcast précédent également qu'en réalité, ce soutien n'existe pas, que tous les partis politiques sont vent debout contre l'idée d'une annexation par les États-Unis. Ils cherchent tous à obtenir plus d'indépendance de la part du Danemark. D'ailleurs, c'est pas pour aller replonger dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est devenu un terrain de jeu géopolitique. C'est aussi un terrain de jeu géopolitique entre les États-Unis et la Russie. Donc on revient encore à ces radars dans le nord du Canada. Puisque, en raison de la fonte des glaces et de l'ouverture de nouvelles routes maritimes, les deux présidents voient dans cette région des opportunités économiques et stratégiques, notamment pour le contrôle des ressources naturelles et des voies navigables. Alors, les revendications de Donald Trump ont créé des tensions avec le Danemark, qui a réaffirmé très fermement qu'il ne tolérerait pas les ingérences des États-Unis, avec l'Europe aussi, qui a fait front pour être... Voilà, de concert avec son allié, son membre finalement, le membre de l'Union européenne qui est le Danemark. Le vice-président, alors à la base, on avait annoncé que l'épouse du vice-président Usha Vance se rendrait au Danemark pour une visite touristique, au Groenland, pardon, pour une visite touristique. Bah oui, c'est le premier endroit où vous pensez pour aller faire une visite touristique. Le Groenland, c'est absolument évident. Qui finalement, devant le peu d'enthousiasme de la population locale, s'est transformé en une visite d'une base américaine, la base spatiale de Pitufik. C'est une visite qui a été perçue par le Danemark comme une provocation, encore avec le soutien de l'Union européenne. Il s'est donc rendu avec sa femme sur cette base pour finalement seulement quelques heures. La directrice de la base leur a présenté d'ailleurs les enjeux pour le Danemark, pour les États-Unis dans cette région. Et puis il y a cette même Donald Vance a quand même dit que le Danemark gérait particulièrement mal le Groenland et cette base en général, la sécurité n'était pas assurée. Bref, des mots assez forts qui sortent très clairement de mots de diplomatie habituels, on va dire, mais qui ont été à mots feutrés, réfutés par la directrice de la base qui, il y a quelques jours, vient d'être rapatriée aux États-Unis. Exactement, tout n'est pas... il joue un petit peu avec le feu également au Groenland et ils ont fait une grosse campagne pour finalement essayer de récupérer le Groenland, de montrer aux habitants du Groenland que c'était leur intérêt, mais dès lors qu'il s'agit de recevoir J.D. Vance et sa femme dans les maisons des citoyens du Groenland, eh bien, ils ont trouvé personne. Du coup, il est resté confiné dans cette base. Absolument. Alors, petite transition, parce qu'on va passer maintenant au sujet économique. Vous allez voir, tout est lié. On parle à peu près toujours des mêmes pays. C'est des enjeux mondiaux. Et Trump a plus que joué avec le feu au niveau économique ces dernières années. Il a fait péter la baraque. Alors, en fait, Donald Trump, il a commencé à faire monter la cocotte en pression. Et on se demande si elle a déjà explosé ou si elle va bientôt exploser. C'est un petit peu... comment dire ? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un... Oui, il joue avec le feu. Alors, le premier tour de chauffe, vous vous en souvenez, c'était en février, avec les plus proches partenaires économiques des États-Unis, le Mexique et le Canada. Trump avait imposé des tarifs douaniers de 25%, faisant monter la pression, et puis après, mettant un peu les choses en attente, puisque à la fois le Mexique et le Canada avaient finalement... mis en œuvre des tarifs réciproques. Et donc, il y avait eu un petit peu une mise en pause par Donald Trump. Dans le même temps, la Chine avait eu 10% de tarifs douaniers qui lui avaient été imposés. Alors après avoir fait de nombreuses promesses finalement depuis déjà avant d'être président de nouveau, Trump a finalement officialisé en avril des sanctions, de nouveaux tarifs douaniers
à l'encontre de toute la planète. Donc ça, c'était le 2 avril dernier, sur la base d'un calcul en fait complètement absurde qui fait la différence entre les exportations américaines vers chaque pays, moins les importations américaines divisées par les importations américaines. Enfin, un truc qui fait pas tellement de sens. Alors, il a présenté un tableau, il était très fier d'avoir son tableau avec des couleurs. Globalement, pour faire la synthèse, tous les pays de la planète ont mis 10% minimum de tarifs. Donc, même les pays avec lesquels il y avait un accord de libre-échange, donc normalement il n'y avait pas de tarifs douaniers, eh bien, ils se prennent 10% de tarifs douaniers parce que voilà, c'est quand même bien. Ça permet de renflouer l'économie américaine selon Donald Trump. Y compris des pays assez proches, je le disais, qui ont un accord de libre-échange, mais qui ont aussi des excédents commerciaux avec les États-Unis, comme Singapour ou l'Australie par exemple. Donc les États-Unis sont déjà en excédent commerciaux avec ces pays, mais on leur impose quand même 10% de tarifs douaniers supplémentaires. Et puis, ces 10%, ils s'appliquent à tout le monde, donc y compris à des îles, par exemple les îles Heard and McDonald, qui sont des îles où globalement, c'est des pingouins, quoi. Des pingouins. Ça, c'était l'autre titre qu'on avait trouvé pour ce podcast, mais ce sera peut-être pour le suivant, du coup. Ça a fait beaucoup rire le monde, voilà, mais c'est assez absurde. Bon, donc ça, c'est la base, 10% pour tout le monde, qui s'applique directement à partir du 2 avril. Et puis ensuite, il a annoncé à partir du 9 avril des tarifs qui sont plus élevés, et puis graduels en fonction du déficit commercial que les États-Unis ont avec ces pays. Donc 34% pour la Chine, et ça s'ajoute aux tarifs qui étaient déjà présents. 20% pour l'Union européenne. Le Royaume-Uni, lui, reste à 10%, donc ça veut dire que probablement ils doivent importer plus des États-Unis qu'ils ne doivent vendre aux États-Unis. Taïwan, particulièrement ciblé en raison de l'excédent commercial dû aux semi-conducteurs. Vous savez que Taïwan est le premier producteur de semi-conducteurs avec TSMC, et donc on vend beaucoup aux États-Unis naturellement, puisque tous les produits électroniques qui sont vendus aux États-Unis, eh bien, ils ont des puces qui sont produites à Taïwan. Donc eux, ils prennent 32%. Et alors, celui qui est le plus touché, c'est le Vietnam, 46%. Alors ça, c'est finalement être le pays manufacturier du monde, eh ben, ça n'aide pas. Alors, Donald Trump, il fait cette annonce le 2 avril, et puis il part jouer au golf. Il n'accueille même pas la dépouille des soldats américains morts par accident en Lituanie, ce qui est quand même une tradition normalement assez ancrée aux États-Unis, un respect pour les soldats qui sont morts pour la patrie. Bon, il les avait qualifiés dans son mandat précédent de suckers, parce que ceux qui sont morts, du coup, voilà, ils avaient qu'à rester vivants et gagner. La bourse américaine, elle perd 10% en 3 jours, ce qui représente 6,6 trillions de dollars de perte de capitalisation boursière, donc dans ces 3 jours après cette annonce. Pour faire la paire, j'ai pas mentionné, mais l'Ukraine est imposée à 10%, et aucun nouveau tarif douanier ne sont imposés à la Russie, donc ça donne l'impression qu'elle n'a aucun tarif douanier. Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a déjà des sanctions économiques en place et qu'elles restent, et par ailleurs le niveau de commerce entre les États-Unis et la Russie, comme d'ailleurs la Russie le dit elle-même, reste négligeable. Alors le dimanche, la Chine annonce en rétorsion 34% de tarifs douaniers, donc là, sa réciprocité aux 34% de tarifs douaniers américains. Trump le prend super mal et il annonce 50% de tarifs douaniers supplémentaires. Alors, la Chine était déjà taxée de 20% liés à la crise du fentanyl. On a les 34% et les nouveaux 50%, ce qui porte les tarifs à 145%. Alors, la Chine, bien sûr, elle est dans un tac-tac, donc elle riposte avec des contre-tarifs qui passent de 34% à 84%, puis à 125% sur les biens américains. On entre dans un cercle infernal. Alors du côté du Canada, tu l'as dit Guillaume, la cible favorite de Donald Trump, la réponse du berger à la bergère semble avoir fonctionné, parce que après avoir augmenté les tarifs du côté du Canada encore plus que ceux des États-Unis, Trump fait des annonces qui sont plutôt encourageantes suite à la nomination du nouveau Premier ministre canadien. D'ailleurs, il l'appelle plus gouverneur, ce qui est déjà un premier signe. C'est vrai. Parce que Trudeau, il l'appelait gouverneur, donc déjà dans une mentalité
très américaine. Et puis, le 3 avril, dans une défaite très visible pour Trump, le Sénat vote pour annuler les tarifs imposés au Canada par 51 voix par 48. 4 républicains ont voté avec les démocrates sur cette mesure. Alors du côté de l'Europe, le lundi, Ursula von der Leyen propose un deal 0 pour 0, donc en gros un accord réciproque pour ne plus avoir de tarifs douaniers. L'Europe s'est montrée pas très féroce dans son discours. La Commission européenne, very deeply concerned. La Commission européenne qui est en charge du commerce et des accords douaniers, c'est elle qui en a la responsabilité. Eh bien, elle choisit de ne pas se mettre dans une situation d'escalade, tout en disant qu'il y aurait des mesures de rétorsion qui seraient prévues au cas où. Trump décline cette proposition. Et d'ailleurs, cette semaine, la Commission européenne a annoncé un paquet de mesures qui entreraient en vigueur dans les prochaines semaines à l'encontre des États-Unis, avec une possibilité d'augmenter encore le niveau de tarifs douaniers en rétorsion. Alors, l'impact sur les marchés américains, avec cette perte de 6,6 trillions de dollars, il est tel que la population américaine, elle est en colère. Il y a des manifestations dans plusieurs grandes villes américaines. Il faut savoir que les pensions, donc les retraites et les économies des Américains sont très largement investies en bourse, notamment dans l'indice du S&P 500, qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. En gros, les économies des Américains et les pensions de retraite fondent, puisque la valeur de la bourse fond. Et par ailleurs, les taxes sur les importations résultent dans une augmentation en moyenne de 24% des prix aux États-Unis, ce qui représente un coût de 1 300 $ par foyer sur l'année 2025. Alors, le 9 avril, Trump déclare une suspension temporaire de 90 jours des tarifs imposés à 75 pays, à l'exception notable de la Chine. En fait, c'est la surenchère avec la Chine que Trump ne peut pas accepter, et donc il garde les tarifs envers la Chine. Donc tous ces pays qui n'ont pas officiellement riposté aux tarifs américains, même s'ils avaient fait des menaces, ils voient leurs tarifs ramenés au seuil minimum de 10% qui était effectif depuis le 5 avril. Alors cette pause, elle concerne l'Union européenne, on l'avait dit, 20%, le Vietnam, Taïwan, le Japon, 24%, l'Inde, 26% et la Corée du Sud, 25%. L'objectif de Donald Trump, il le dit très clairement, c'est d'encourager des négociations bilatérales pour réduire les déséquilibres commerciaux. Il a d'ailleurs des mots qui ne sont pas très diplomatiques pour faire écho à la section que tu as imposée, puisqu'en gros il dit tout le monde me fait des bisous sur les fesses. Ça c'est la version propre. En gros tout le monde est à ma botte, ils veulent tous faire un deal avec moi. Alors, l'annonce de Donald Trump, elle a aussi posé des questions de délit d'initié, parce que Donald Trump, naturellement, quand il a annoncé cette suspension des tarifs, eh bien, la bourse est remontée en flèche. Mais quelques heures avant de faire cette annonce, il avait fait une publication sur les réseaux sociaux appelant ses supporters à acheter des actions sur la bourse. Ce qui fait que ceux qui ont effectivement acheté des actions, quand il a publié son truc, ils ont acheté à bas prix, et puis la bourse est remontée, donc ils ont fait des plus-values de fou. Et d'ailleurs, ils s'en vantent. Et donc, il y a aujourd'hui une démarche des démocrates pour essayer de porter une action à l'encontre de tous ces gens qui ont fait des plus-values sur la base d'un délit d'initié de Donald Trump. Le délit du siècle. Exactement. Bon, ça c'était pour un peu la planète qui part en sucette sur la base de Donald Trump et de ses annonces folles. Mais on voulait aussi naturellement quand même couvrir notre petite rubrique Belgitude. Et Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet vraiment complètement différent, qui fait du bien aussi. C'est la journée internationale du zéro déchet. Tout à fait, Max. Le 30 mars dernier, c'était en effet la journée internationale du zéro déchet. Alors, même si on n'est pas encore exactement zéro déchet chez nous, on s'est dit que c'était l'occasion de vous présenter le système de tri des déchets à Bruxelles, parce que vous ne devez pas jouer avec le feu. C'est un peu compliqué, un peu surréaliste, surtout pour les Français qui débarquent chez nous, habitués parfois à 2
3 poubelles de tri différentes. Ici, on en a jusqu'à 6. Et oui, 6 sacs différents. Alors, on a le sac blanc pour les déchets résiduels non recyclables, les boîtes en plastique, feuilles d'aluminium, dont la collecte se fait 2 fois par semaine. On a le sac bleu pour les emballages PMC, bouteilles en plastique, canettes, produits de douche, etc., etc. Le sac jaune pour les papiers, les cartons, les journaux, les magazines. En France, en général, les sacs bleus et le sac jaune, c'est un seul sac, c'est celui du tri. Mais on a aussi le sac vert, qui est le sac des déchets de jardin, les branches, les fleurs, les mauvaises herbes. Et puis le sac orange pour les déchets alimentaires organiques. Il faut savoir que le tri des déchets alimentaires est obligatoire depuis 2023. Et on a enfin le sac rose, qui est lui réservé aux professionnels. Alors, les sacs sont laissés en rue, comme on dit ici, puis récupérés le lendemain en général. Il faut savoir que chaque commune a son propre calendrier, parfois plusieurs calendriers différents en fonction de la zone où on se trouve dans la commune. Maintenant, vous savez tout, et si vous avez l'occasion de venir à la maison, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre frigo, on a le calendrier bien en vue, comme ça vous ne vous trompez pas. Max, le sac blanc, c'est... C'est pour le reste. Le sac blanc, on le sort quel jour ? Ah, on le sort le dimanche et le mercredi, et le jeudi matin. Tout à fait. Le mercredi soir pour le jeudi matin, la collecte du jeudi matin. Le sac jaune ? Le sac jaune, on le sort le mercredi. Et le sac bleu ? Et le sac bleu, on le sort le dimanche soir pour la collecte du lundi matin. Et le sac orange ? Et le sac orange, on le sort naturellement le jeudi matin parce qu'il est collecté le jeudi après-midi. Le mercredi soir. Exactement. Et le sac vert ? Et le sac vert, on le sort avec le sac orange. Waouh, il est trop fort en fait. On m'avait pas prévenu que j'allais me faire quizer. C'est ça aussi la vie de couple, et du coup ça nous fait une belle transition vers la rubrique vie de couple. Tout à fait, nous on aime bien jouer avec le feu aussi et avec nos corps, n'est-ce pas ? Nous pousser à bout. Non, c'est pas ce que vous croyez, je vous rassure. Je commence à avoir un petit peu peur et je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Parce que là franchement, c'était pas... Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. On est un peu sur les rotules là. Ouais, on peut le dire. On joue un peu avec le feu. Vous l'avez déjà dit, c'est une des raisons qui font qu'on n'a pas réussi à enregistrer avant. Moi, j'ai beaucoup travaillé le soir et le week-end ces dernières semaines. Ça nous a laissé assez peu de temps pour trouver un moment pour préparer correctement ce podcast, parce qu'on a beau de temps en temps s'aider de l'intelligence artificielle, on vous en avait déjà parlé, ça fait pas tout le boulot, il faut quand même prendre le temps et on aime bien vous sortir des podcasts qui sont bien préparés. Donc voilà, on a un peu, on tire un peu sur la corde. On va pas revenir sur le rythme. Ceux qui nous connaissent savent que c'est compliqué. Il y a plein de choses qui se rajoutent les unes sur les autres. Voilà, ce que je propose, c'est qu'effectivement, ça, on l'a dit, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on n'a pas été en mesure de faire ces enregistrements. Mais peut-être qu'on pourrait revenir finalement sur ce mois et une semaine. C'était aussi finalement la période d'anniversaire, de célébration de certaines étapes. D'abord, nos anniversaires respectifs, puisque moi, je suis né fin mars et Guillaume début avril. Et donc... ça, c'est toujours sympa de pouvoir fêter nos anniversaires. Oui, ça nous permet, même dans une période un peu compliquée, de passer du bon temps avec tous les deux, déjà, parce qu'on est allé dans notre restaurant favori pour mon anniversaire il y a quelques jours. Et Guillaume m'a fait la surprise d'inviter quelques amis et de la famille pour fêter, ouvrir une bouteille avec des gâteaux. Avec des gâteaux. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir passer ce petit moment presque intime, mais avec quelques proches, pour fêter mes 39 ans. On n'est pas encore aux 40, ça viendra. C'est formidable. Mais quand même, cette année, il y a aussi d'autres étapes importantes. Oui, c'est un podcast un peu d'anniversaire, puisque on va fêter... On a fêté. Il y a quelques jours, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, nos 10 ans à Bruxelles. Ça fait 10 ans qu'on habite Bruxelles. J'arrive même pas à réaliser qu'il y a autant de temps qui est passé. Ah mon Dieu, à qui le dites-vous ? Mais bon, finalement, j'ai l'impression... Enfin non, j'ai pas l'impression en fait. Bruxelles, c'est l'endroit où on a le plus vécu ensemble. Naturellement, dans nos vies propres, on a grandi là où on a grandi, donc on a vécu plus d'endroits, mais c'est l'endroit où on a le plus vécu tous les deux. C'est l'endroit où on a le plus vécu tout court, mis à part chez nos parents, je crois. Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut le dire. Et voilà, on est bien à Bruxelles. Là, je regarde dehors, il va faire 24 degrés aujourd'hui. Alors non pas que ce soit forcément complètement normal, mais
Mais on va profiter quand même un petit peu. Bah, ça va, il commence à faire mi-avril. Alors, je sais qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Et d'ailleurs, ça aurait pu faire l'objet d'un point belgitude, mais nous avons le bonheur de vous annoncer qu'après 16 mois consécutifs d'excédent de pluie, depuis 3 mois, on est passé 2 mois, depuis le mois de février, on est passé à l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on a des déficits de pluie sur toute la Belgique et notamment Bruxelles, donc on a beaucoup moins d'eau, ce qui n'est pas pour nous déplaire, on va pas se mentir, hein, c'est quand même plus simple. Mais voilà, soit c'est tout, j'ai jamais, voilà, c'est tout, soit on en a trop, soit pas assez. Il n'y a pas vraiment de juste milieu ces derniers temps. Ouais, alors on espère quand même qu'on n'est pas rentré dans 16 mois de sécheresse non plus. Mais effectivement, ça fait quand même du bien d'avoir du soleil et de la chaleur. Alors c'est marrant parce qu'on a eu en termes de météo, puisqu'on a ouvert cette parenthèse météo, un peu de yo-yo, un peu de chaud-froid, quoi. Et ça, c'est toujours un petit peu particulier. Voilà. Et puis, dernier anniversaire, Guillaume, bien cette année, on a fêté nos 8 ans de mariage aussi. Effectivement, nos 8 ans de mariage. Bon, je sais pas, c'est les noces de quoi les 8 ans de mariage? C'est les noces de coquelicot. Oh, c'est mignon. Alors, je dois dire que nous, on n'est pas... comment dire? Bon, déjà, les années de mariage, on les fête pas forcément. On est plutôt sur combien de temps on est ensemble, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, c'est ça. La vraie durée de notre relation, c'est ça. C'est vrai. Et pour clôturer du coup ce podcast, on voulait faire une petite transition avec un petit mot sur une sortie très chouette qu'on a fait tous les trois d'ailleurs. Les trois. Avec ta maman Guillaume. Était là, effectivement. On a été voir le concert d'Indochine, donc c'est dans le cadre de leur tournée qui s'appelle Arena Tour 2025. Eh bien, on a eu la chance d'aller voir le groupe Indochine en concert à Bruxelles. Effectivement, on est allé voir le groupe Indochine au l'ING Arena, donc c'était une première pour nous d'aller voir ce groupe. On a passé une très bonne soirée, une soirée de feu un peu. Hein, on n'est pas habitué des grands concerts, on essaye d'y aller un peu plus. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de billets pour Lady Gaga à Anvers au mois de novembre, si jamais... C'est vraiment terrible. C'est terrible. Si jamais il y en a qui ont des billets à revendre, on ne sait jamais. Vous savez où nous trouver. Pourquoi pas. Voilà, et puis on était super bien placés. Ouais. Bon, il faut dire qu'au final, ça s'est goupillé plutôt bien, mais le lendemain matin, à 7h50, mon avion décollait pour un déplacement professionnel. Donc ça, c'était un petit peu chaud quand même. Mais c'était un très chouette concert. Il faut savoir qu'Indochine, c'est un groupe qui est très engagé politiquement et puis sur des sujets d'actualité. Ils ont des chansons sur l'ancienne première ministre finlandaise. Ils ont fait des chansons sur l'Ukraine. Sur le féminisme, ils soutiennent, c'est des fervents soutiens de la cause LGBT aux grandes dames de certains de leurs fans. T'as l'impression qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi je suis fan depuis 15 ans, mais maintenant ils ont mal tourné, ils commencent à... » Non les gars, ça fait combien? Ça fait 25 ans ou 30 ans qu'ils existent, voire même un peu plus, et ils ont toujours été porteurs de ces causes, quoi. Les gens débarquent complètement, ou les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais bref, on a passé une excellente soirée, et donc on va retenir ça pour partir, quitter cet épisode sur un sujet positif. Exactement, et eh bien on vous souhaite en tout cas un très beau week-end. Enfin, quand vous écouterez ce podcast, le week-end sera terminé, donc une belle semaine. Whatever. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Absolument. Et c'est donc déjà la fin de ce 13e épisode de la saison 6, un épisode, ma foi, brûlant. Si vous êtes arrivé au bout, bravo, merci. On est très content que vous n'ayez pas arrêté d'écouter ce podcast. Ne nous voyons pas pendant 1 mois et 1 semaine. Et donc, voilà, content de vous retrouver. Et comme d'habitude, un petit appel pour partager ce podcast autour de vous, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Et puis, nous mettre 5 étoiles sur votre logiciel de podcast préféré. Absolument, ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. Pour ceux qui sont les plus pressés, parfois il est en ligne le dimanche soir, parfois. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode, gros bisous et attention. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille.